Merci. Bonsoir. Je suis Thierry Touchet, le directeur de la Fondation Good Planet. On est ravis d'être accueillis ici, à Marrakech. Nous sommes de passage, en quelque sorte, pour la COP22, qui se déroule depuis le début de la semaine. Et Ayaso, donc, a accepté de nous accueillir, de mettre quelques posters que nous avons créés dans le cadre de la Fondation avec des photos de notre président, Yann Arthus Bertrand, pour parler d'alimentation durable, qui fait partie des programmes de la Fondation Alimentation et Climat. Le programme s'appelle La solution dans l'assiette, dans lequel, parmi de nombreuses recommandations, on a entre autres regardé de consommer moins de protéines animales, sans pour autant dire à tout le monde de devenir végétarien, mais de limiter la consommation de viande et de consommer des produits saison. Donc la saisonnalité est très importante, et locaux autant que possible. Et puis surtout aussi d'éviter le gaspillage alimentaire qui représente un tiers de la production mondiale qui n'arrive jamais dans les assiettes. Donc ça c'est un des programmes de la Fondation, dont le rôle est de sensibiliser le public et d'agir pour l'écologie et l'humanisme. Mais le sujet ce soir, pour l'instant, ce n'est pas la Fondation Good Planet, c'est Didier Péréol qui a accepté de venir nous rejoindre. Moi, je connais Didier depuis 2-3 ans à peu près. Je l'ai rencontré car il est président de l'agence Bio. C'est dans ce rôle-là que je l'ai rencontré, avant de découvrir que c'est aussi un entrepreneur engagé, quelqu'un qui travaille depuis très longtemps sur les produits bio. Ils ne sont pas tous locaux, parce qu'il y en a qui viennent de très loin, tu vas en parler, mais c'était l'arrivée de certains produits en Europe, et Didier va en parler. Donc sa société Equibio, avec beaucoup de marques, dont certaines que j'ai remarquées en bas en faisant le tour de la boutique. Et Didier donc a accepté de venir nous présenter son parcours, son engagement, et certainement quelques recommandations aussi. Mais enfin, je sais que tu as énormément de cordes à ton arc, et donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir t'exprimer ce soir. Merci Thierry. Bravo, oui, pas venir. Merci Thierry, bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter peut-être un petit peu mon parcours. Oui, je suis fils d'agriculteur au départ. Et j'ai commencé avec un commerce de produits bio en France il y a 35 ans. Donc, ça fait un petit peu de chemin, donc je me rappelle avoir tenu un établissement du même type que celui-ci. Et ensuite, j'ai voulu développer une entreprise qui s'appelle Equibio et qui, au fil des années, s'est beaucoup développée avec différentes marques. Et préciser aussi que je suis un chef d'entreprise autodidacte qui a appris au quotidien, en développant son entreprise, comment manager, comment développer une entreprise, et surtout, comme je dis, avec beaucoup de conviction et beaucoup de foi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cet esprit d'essayer de fabriquer des produits qui soient sains, bio, parce qu'on ne fait que des produits bio, 100% bio. Je reviendrai après la définition, peut-être s'il y en a qui ne connaissent pas trop. Et ce lien avec la terre est toujours très important. J'ai toujours qu'on fait des produits de la graine à l'assiette. Et dans mon périple, l'entreprise s'est beaucoup développée et même créé une fondation d'entreprise avec un événement chaque année qu'on développe qui s'appelle la Bio dans les étoiles. Et l'objectif est de sensibiliser la population locale. Je suis dans le nord de l'Ardèche, au sud de la France, si vous connaissez un petit peu le sud de Lyon, et de sensibiliser sur l'alimentation et de faire intervenir différentes personnalités du monde de l'écologie, de l'environnement, des personnalités qui étaient là ici, d'ailleurs comme Pierre Rabhi, entre autres, avec qui on se côtoie, on travaille en relation étroite. Donc je vais vous parler un petit peu d'alimentation parce que c'est ce qui m'intéresse et me concerne le plus, et je parle toujours, je me lève, c'est le deuxième cerveau. C'est celui-là. Je dis toujours que notre ventre est notre deuxième cerveau, et si on le nourrit bien, eh bien, il y a des chances pour que ça fonctionne bien avec celui qui est en haut. Et d'ailleurs, c'est des vases communicants. C'est important de manger bio, mais il faut aussi avoir toujours en tête, c'est le cas de dire, qu'une pensée positive et une façon de se comporter au quotidien va de pair, parce que pour moi la bio c'est pas qu'une alimentation, c'est pas qu'une technique de production agricole, c'est également une raison d'être et une façon de vivre. Et toute la philosophie qui tourne autour d'avoir une pensée positive, d'être bienveillant à l'égard de son prochain, etc., ça fait partie de l'ensemble de la vie.
Donc ce qui est important aussi, alors je vais peut-être le préciser, l'agriculture biologique, la culture, parce qu'on va toujours de la graine à l'assiette et on part toujours du sol, du terrain. C'est-à-dire qu'on part d'un sol et qu'on part d'une vigilance à faire un compost, à faire vivre le sol. Le sol va pouvoir produire et développer des graines et du végétal si d'abord en premier lieu on s'occupe de bien le nourrir le sol. C'est du compost, c'est de la fumée organique, etc. Et ça veut dire qu'aussi on s'interdit d'utiliser des engrais chimiques de synthèse, des pesticides, etc. J'insiste lourdement là-dessus, parce que si on veut faire pousser une plante ou un animal trop vite, il ne peut pas être de bonne qualité. Il ne peut pas avoir tout l'ensemble des sels minéraux, des vitamines et de la composition en fibres qu'on a en face d'attendre. Une alimentation bio et équilibrée, elle doit partir de la base d'une production agricole qui va être vigilante sur ces utilisations de ces produits-là. Ensuite, le transformateur que je suis, parce que vous l'avez compris, je suis fabricant de produits à base de céréales, de graines, parce que déjà la graine c'est la vie, qui est toutes les différentes graines. D'ailleurs, une petite graine que tu as fait allusion tout à l'heure qui s'appelle la graine de quinoa, que j'ai découvert il y a plus de 25 ans et qui m'a permis de la faire connaître un petit peu sur nos territoires France et européenne, parce qu'aujourd'hui, avec cette petite graine, on est un des leaders en Europe, mais pas seulement la graine du quinoa, j'ai travaillé aussi avec le petit épaule de Haute-Provence, c'est une petite graine qui pousse au pied du Ventoux dans le sud de la France, du riz de Camargue, etc. Et la châtaigne de l'Ardèche. Donc il y a différents composants qui tournent autour des différentes graines, qui a permis de développer d'autres outils de production, puisqu'on est fabricant de pâtes, fabricant de biscuits, vous avez des produits qui sont là ici, et tout ça pour permettre d'avoir un équilibre beaucoup plus axé sur le végétal. C'est important, la céréale et la légumineuse, comme ici vous avez le pois de chiche et vous avez le couscous, ça fait partie des équilibres avec le raisin sec, d'avoir un plat équilibré, et on n'est pas obligé d'ailleurs de manger du couscous en parenthèse avec de la viande obligatoirement chaque fois. Mais c'est important qu'aujourd'hui on ait un raisonnement plus poussé sur cet équilibre alimentaire qui va partir de la graine de céréales à la légumineuse, c'est l'année des légumineuses, et avec d'autres composants comme des fruits secs et des choses comme ceci qui sont largement développés sur le territoire marocain. Donc tout ça aussi, cette agriculture intensive nous a amené à oublier les concepts de base du bon terrain, du compost, du fumier, que ce soit d'ailleurs l'exploitation agricole ou que ce soit le jardin qu'on peut faire chez soi. C'est le même registre de prendre soin des plantes et d'être surtout en plus en phase d'observation. Le gros problème, ce que je critique toujours, c'est que notre système agricole occidental d'ailleurs, et qui s'est développé un peu partout, a été à la recherche avant tout de volume et non de quantité, c'est-à-dire produire de façon intensive, mais qui n'est pas tenu compte de la préoccupation d'avoir un aliment de qualité avec toutes les richesses qu'il peut nous apporter. Parce que c'est important sur l'équilibre alimentaire si on veut rester en bonne santé. Alors on en parlera peut-être aussi, ça fait partie des critères d'évaluation d'une agriculture de qualité, bio, sans produits chimiques de synthèse, mais également la partie de la transformation. C'est-à-dire que vous avez un produit d'une matière noble et après la transformation, c'est l'opération que l'on fait dans des outils de transformation, qui soient des pâtes, des biscuits ou autre chose. Si vous regardez bien les compositions des aliments aujourd'hui, vous avez souvent des sucres à gogo, pour on va dire, des colorants, des exhausteurs de goût, et beaucoup d'adjuvants qui sont des adjuvants de synthèse, que ce soit d'ailleurs dans les salaisons, dans la viande ou dans différents produits qu'on trouve dans nos rayons, des produits qui sont cuisinés, préparés, voilà. Donc ça, c'est important que notre opération de transformation s'interdit en termes de technique de transformation tous ces produits-là, tous les produits chimiques de synthèse. Et rappelez aussi que les produits bio sont contrôlés et certifiés bio, c'est-à-dire que vous avez un cahier des charges qui existe en France et en Europe, vous avez un cahier des charges qui est très rigoureux et qui nous interdit tous ces adjuvants-là. Et pas d'OGM. On entend parler des OGM, ça vous parle, parce qu'aujourd'hui, c'est un débat planétaire avec les grandes discussions qui existent, comment on peut nourrir la planète d'ailleurs avec de l'agriculture biologique. Et on dit oui, on peut l'affirmer aujourd'hui, c'est des techniques de production qui permettent largement de nourrir le monde, mais en plus avec de meilleures qualités de produits. Donc voilà un petit peu résumé, si on peut dire, parce que je ne vais peut-être pas faire comme monologue sur la technique de production, la transformation et la façon de s'alimenter, mais c'est des sujets d'actualité aujourd'hui parce qu'on voit fleurir l'obésité, les problèmes cardiovasculaires, et je vous rappelle mesdames que d'ici 2020 malheureusement il y aura plus de 5,5 millions de femmes qui auront des cancers. Et ça ne se soigne pas avec un vaccin. Des femmes uniquement, pas des hommes? Non, mais des cancers du sein. Attendez qu'on aille me poser des questions. Non, mais c'est des études qui sont sorties la semaine dernière et qui sont quand même révélatrices des problèmes dans lesquels notre société se trouve actuellement,
par rapport à ces problèmes de maladies de société, qui sont des problèmes de maladies dus à une mauvaise alimentation, c'est la base de tout, et des problèmes de pollution et puis de stress dans la vie en ville, etc. Mais l'alimentation est un des moyens aussi de prévenir par rapport à un équilibre alimentaire ou complément alimentaire qui peut exister. Donc d'ailleurs, c'est très bien dit par la Fondation, la solution est dans l'assiette. Donc on se rejoint bien avec différents mouvements, enfin les entreprises, et comme tu l'as dit tout à l'heure, président de l'agence bio, on essaie de mobiliser au maximum nos entreprises, mais également des ONG qui sont là pour donner et diffuser l'information à un large public. Et la COP22 qui se passe ici, c'est pour ça que je suis ici aussi au Maroc, pour cet événement important, on discute beaucoup du climat, mais l'agriculture a un rôle très important, parce que l'agriculture biologique va capter le carbone, au lieu dont l'agriculture conventionnelle va au contraire en générer. Donc il y a une différence qui est très importante dans ce raisonnement aujourd'hui de notre système agricole qui est à intervenir, et chaque consommatrice, consommateur que nous sommes a une influence sur ces décisions, ces évolutions de notre alimentation, parce qu'il faut encourager ces techniques de production agricole. Alors certes, au Maroc, ce n'est pas encore très bien développé, mais il y a des signes encourageants dans ce style-là d'évolution, parce que donc, nous, on commercialise nos produits depuis 4-5 ans ici au Maroc. On voit des évolutions, des progressions qui va permettre à de plus en plus d'agriculteurs de se pencher sur ces techniques de production, et des fruits et légumes, ici, le soleil aidant, peut permettre de développer et de produire au niveau des cultures biologiques. Et je suis ici également parce que donc, je viens d'investir dans un projet agrotouristique qui est, c'est un aparté un petit peu de la conférence, mais qui a son lien, vous allez voir pourquoi, parce qu'on crée un événement qui s'appelle la Terre des Étoiles. Donc c'est un site qui est en banlieue de Marrakech, qui est à peu près à 30 minutes d'ici, et qui était un désert complet, et c'est un army ardéchois qui a investi ici aussi, il y a quelques années, et de cet désert en train d'en faire un oasis de verdure et de bonheur, parce qu'il y a un jardin potager en permaculture qui démontre très bien qu'on peut cultiver dans des secteurs très arides, à condition qu'on y remette de la vie. C'est-à-dire vous mettez du compost, vous commencez à planter des plantes qui sont résistantes au climat, et petit à petit vous arrivez à cultiver des salades, des radis, des haricots verts, des blettes, enfin tous les légumes qu'on est capable d'avoir dans notre assiette aujourd'hui. Donc une diversité de production qui est très intéressante. Donc montre bien que rien d'impossible. Moi j'ai connu le milieu voilà. au début, et puis maintenant j'ai été ouf. Donc voilà, je vous invite à aller le découvrir, et puis on dispense une restauration et un hébergement sur place, puis montrer qu'on peut réussir une autre typologie d'agriculture, et une autre typologie aussi de tourisme, d'accueil sur des territoires. Donc voilà un petit peu l'expérience de l'entrepreneur que je suis, avoir développé une entreprise depuis une trentaine d'années avec des convictions fortes sur cette dispense d'informations aussi, parce que c'est pour moi très important, faire de la pédagogie, expliquer pourquoi on doit consommer bio, puis pour avoir l'environnement, parce que le premier utilisateur des pesticides, c'est l'agriculteur. Et on voit bien que les agriculteurs, aujourd'hui, on constate qu'ils ont de plus en plus, et parfois des problèmes de santé assez graves, puisque c'est les premiers utilisateurs de ces produits chimiques de synthèse et qui peuvent les absorber, et qui c'est un danger pour leur santé. Pour celui qui consomme après les produits, ça nous paraît une évidence, et qu'il faut se poser des questions, même tout globalement, sur son équilibre alimentaire, moins de protéines animales, plus de végétal, plus de fruits. En plus, vous avez la chance d'avoir le soleil ici et d'avoir des terrains qui peuvent se permettre d'avoir ce typologie de culture. Et ce n'est pas la course à la protéine qui nous fait être en meilleure santé aujourd'hui. Au contraire, il faut avoir des produits qui s'exemptent de tous ces produits chimiques de synthèse qu'on ignore et qu'on ne voit pas sur les étiquettes, mais en tout cas qui sont largement utilisés en agriculture. Donc voilà, résumé un petit peu. Si vous avez, je ne sais pas, des questions, je suppose, ou des compléments d'information, parce que j'ai voulu être assez synthétique. Moi, je voulais te poser une question, juste une question à suivre, à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant que président de l'agence bio. En tant que président de l'agence bio, tu as une vision sur l'ensemble des acteurs du bio en France, et peut-être au-delà de la France, oui, au niveau européen. Et lorsqu'on a lancé le programme La Solution dans l'assiette, on a fait une enquête auprès des consommateurs français, avec une agence d'enquête, de statistiques. Et une des questions qui était posée, indépendamment de leur connaissance ou méconnaissance des différents paramètres dont on peut parler, mais c'était une question sur le coût au niveau du portefeuille. Et on a eu des réponses assez intéressantes en 3 tiers. Il y a un tiers de personnes qui ont dit
Nous, on est prêt à payer un surcoût par rapport aux produits standards tant que ce surcoût est raisonnable, de l'ordre de 10-15%. Un tiers qui disait « moi je consomme déjà bio, même si c'est plus cher, mais j'ai changé mes habitudes de consommation, donc finalement ça ne me revient pas plus cher que ce que je faisais avant ». Et un tiers qui disait « non, le bio c'est pour les bobos parisiens et pour les riches ». Et donc, en tant que consommateur, souvent, le prix du bio est un frein. Et j'aurais aimé que tu nous dises quelques mots, savoir si c'est parce que les rendements sont moindres, parce que les filières ne sont pas là au niveau des volumes, parce que, enfin, il y a peut-être plusieurs raisons. Et est-ce qu'il y a, dans une vision proche, la capacité à avoir du bio qui devrait être nu normal, comme dans le petit film que l'on a chez nous qui s'appelle Parole d'agriculteur, où un des agriculteurs dit en fait le bio ça devrait être le normal, on ne devrait pas l'étiqueter et c'est les produits qui ont des intrants qu'on devrait étiqueter pour dire qu'ils ont des intrants. Et donc est-ce que tu vois toi une réponse sur cet aspect coût qui du point de vue du consommateur reste quand même une question latente qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer? J'adore cette question, elle m'est souvent posée en conférence de presse oui. En tant que président d'agence bio. Déjà la première, ça me permet d'ouvrir un débat sur notre problème de l'agriculture et du pont économique de l'agriculture. Nos agriculteurs en France sont en faillite, quasiment. C'est un gros problème, j'ai dû entendre parler, c'est problématique que nos agriculteurs ne gagnent pas leur vie, ne sont pas payés correctement, puisqu'ils ne sont pas payés à juste titre de leur travail. Donc ça montre bien qu'on ait atteint un système économique de fonctionnement de notre agriculture qui est en panne et qui ne permet pas à l'agriculteur de vivre correctement de son travail. Déjà, donc les prix agricoles conventionnels, mais à travers la planète, c'est pour tout pareil. Que ce soit ici au Maroc, que ce soit en Allemagne, dans tous les pays d'Europe et de la planète, l'agriculteur aujourd'hui n'est pas payé correctement du fait de son travail. Donc les prix agricoles conventionnels ne sont pas au bon prix. Déjà, et puis ils sont largement subventionnés. Vous savez, en Europe, on a ce qu'on appelle la PAC, donc ils sont largement subventionnés. Le vrai prix agricole n'est pas le prix payé. Après, la différence entre un prix bio, puisqu'il n'utilise pas d'entrants chimiques, pas de produits de synthèse, donc il a des rendements un peu moindres, mais par contre, il a plus de densité alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur, quand vous achetez un produit bio, vous avez beaucoup plus de vitamines, de sels minéraux, de fibres, etc. Alors, celui qui est en conventionnel en alimentation, vous êtes obligé d'acheter des compléments alimentaires, etc. Donc, l'équilibre. Mais il y a surtout un point très important, c'est la dépollution de l'eau aujourd'hui. Dans certains pays où on va avoir de plus en plus de problématiques d'eau, c'est que les nappes phréatiques sont polluées aujourd'hui par les engrais chimiques, notamment les nitrates. Et on le voit dans certaines régions françaises où il y a de l'eau qui n'est plus aux normes de sécurité pour s'abreuver. Donc ça, c'est un des problèmes lourds parce que ça coûte, je crois, plus de 100 000 € le mètre cube à dépolluer pour se débarrasser des nitrates et pesticides et diverses qu'on retrouve malheureusement dans nos nappes phréatiques. Et le coût, il est payé par la collectivité. C'est le procès qu'on fait à notre monde agricole et malheureusement qui n'a pas été entendu, c'est pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus gros problème aujourd'hui, c'est que l'agriculteur qui est en bio, il paye pour être contrôlé, pour être certifié bio, pour montrer aux autres, je fais un produit propre. Celui qui est en face en conventionnel, il n'a pas ces coûts de contrôle et de supporter, même au niveau technique, ces accompagnements qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus compliqués. Et l'agriculteur, je dirais aujourd'hui en bio, a plus de risques sur ses récoltes qu'un agriculteur en conventionnel. Dès qu'il y a un problème technique ou de maladie, en conventionnel, on balance une pulvérisation, on traite, voilà, merci, et voilà, la récolte est sauvée. Et le problème, c'est qu'en agriculture bio, on est plus souvent soumis aux aléas climatiques ou surtout des problématiques d'invasion de parasites et qui sont plus compliquées à traiter. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'agriculture biologique est en train de se développer. Juste pour vous dire, en France, on était de l'ordre de 4 à 5% de la surface agricole en bio. Et notre objectif, d'ailleurs, lundi prochain, je suis en pleine assise de la bio à Paris avec notre ministre de l'Agriculture. Et notre objectif, c'est de pousser l'agriculture bio à passer à 10% de la surface agricole totale d'ici 2020. Et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 10% de la consommation. C'est 10 ouais. Et 1000 emplois créés par an. On a 100 000 emplois aujourd'hui qui sont générés direct ou indirectement par le développement des produits biologiques. Et l'objectif, c'est de créer 1000 emplois supplémentaires par an. C'est-à-dire que
l'agriculture bio et tout le pan de l'économie de la transformation bio crée de l'emploi aujourd'hui, alors qu'en agriculture conventionnelle, on détruit de l'emploi, on détruit des fermes. Et juste au passage, c'est un sujet qui est un peu triste, mais il faut quand même l'évoquer, c'est la partie où il y a le plus de suicides dans la socio-professionnelle en France aujourd'hui, c'est le monde agricole, qui sont endettés au-delà de leur capacité. Et c'est comme on le connu en Inde, on le connaît dans d'autres pays malheureusement, c'est quand même un problème social non négligeable, et que l'agriculture biologique est un des moyens, un des systèmes en tout cas, d'avoir une agriculture de meilleure qualité et de pouvoir amener de la visibilité et du revenu à un agriculteur plus que dans le conventionnel. Donc un échec de notre côté, donc il ne faut pas qu'on reste sur ces échecs, qu'on essaie de construire un monde de demain avec une production qui soit déjà plus saine pour l'environnement, plus saine pour la santé des agriculteurs et surtout en dernier lieu pour les consommateurs. D'ailleurs, juste une parenthèse, on se rend compte que les jeunes couples qui ont des enfants passent systématiquement en bio leur bébé. On a une explosion des ventes de produits bébés chez nous qui est phénoménale, ce qui fait qu'on a des problèmes à suivre pour arriver à produire suffisamment. Donc, on montre bien qu'il y a une prise de conscience de responsabilité d'alimentation et que c'est inéluctable qu'un jour ou l'autre, j'espère, oui, ça sera la référence et que l'agriculture redeviendra à l'agriculture qu'on a connue dans les années 30 à 40, avant notre bien, d'une agriculture traditionnelle où on respecte la terre, on respecte le sol, on respecte l'agriculteur qui le produit et qu'au niveau de la santé, on s'en portera beaucoup mieux parce que ce n'est pas aujourd'hui les phénomènes qu'on constate à travers la planète de la civilisation occidentale et qu'on malheureusement on répand au niveau international parce que dans le monde asiatique, il n'y avait pas de cholestérol, il n'y avait pas de problème cardiovasculaire, mais comme on est en train d'occidentaliser l'alimentation dans ces pays-là, on voit des gros changements et des générations qui arrivent avec des problèmes d'obésité et des problèmes. Donc on voit bien que l'alimentation et la santé, il y a une corrélation très très étroite. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, qui ont entendu la conférence d'un professeur qui était avec nous encore hier, professeur Henri Joyeux. C'est un grand cancérologue français qui a, pendant toute sa carrière, constaté l'évolution du nombre de cancers et il est très clair dans sa position en disant c'est une corrélation très directe avec l'alimentation et tous les produits chimiques qu'on a pu mettre, même dans la maison, vous savez, les produits insecticides, les produits qu'on met dans le sol. On vous a entendu parler des problèmes des emballages, les bisphénols qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire. On a voulu toujours chercher le prix le moins cher. Donc on cherche le prix le moins cher, on met beaucoup de plastique, on met beaucoup de produits dans les décorations de maison. Et tout ça crée une atmosphère globale de l'habitat, de l'alimentation pour revenir à notre sujet aujourd'hui, qui fait qu'on doit se poser des questions sur l'avenir et l'avenir de notre façon de consommer. Parce que le changement viendra par vous, par nous tous, par le consommateur, par le consommateur, le concitoyen, parce que ce n'est pas le politique qui va faire changer malheureusement. On a des grands débats de la COP22, bon, c'est pour faire changer, faire prendre conscience au monde politique et sensibiliser les grands médias, la population sur la problématique de l'environnement. Mais le changement, il vient par celui qui consomme et qui utilise les produits. Et c'est mieux qu'un bulletin de vote d'ailleurs. Voilà, c'est important en tout cas de donner de l'information et de faire beaucoup de pédagogie. D'accord. Ce que vous y employez d'ailleurs. Donc tu confirmes, si je résume ce que tu as dit tout au début et ce que tu dis maintenant, c'est que avec le bio, on peut nourrir la planète. Tout à fait. Contrairement à ce que les agriculteurs traditionnels et certains ministres disent quand on leur pose la question, ils disent oui, mais si on n'utilise pas tout ce que l'on fait aujourd'hui, il faut bien nourrir 9 milliards de personnes bientôt. Donc on peut. Et aussi le fait que bio n'est pas antinomique avec industrialisation, volume et mécanisation, voire robotisation. Oui, donc, par contre, a des belles entreprises françaises qui sont en train d'investir dans le monde dans des outils industriels dignes de ce nom et c'est possible, c'est réalisable. Tout à fait. Donc le bio peut nourrir la planète. Oui, tout à fait. Il y a un personnage qui s'appelle Olivier de Schutter, que vous allez voir, qui a fait une très très belle étude et encore, j'ai vu dernièrement, sur cette problématique-là, à travers la planète, qui ont dit on ne peut pas nourrir la planète. C'est une hérésie complète, mais sûr qui est... vous connaissez des entreprises qui s'appellent Bayer, Monsanto, ça vous parle tout ça? Bon, ces entreprises-là, ils n'ont pas envie, bien sûr, que l'agriculture biologique se développe. Et puis là, on est entre nous, même si on a enregistré, mais ça ne me dérange absolument pas de le dire. Ces entreprises-là, au contraire, ils ont envie que la population soit mal nourrie, soit malade, parce que toute la même molécule chimique sert au même endroit. C'est-à-dire que en pharmacie. La pharmacopée sert, etc. Donc
tout le phénomène de l'agrochimie aujourd'hui n'est pas fait pour nourrir la planète. C'est des combats que d'autres amis dans le métier mènent depuis longtemps et qu'on évoque. Et c'est clair qu'on n'a pas envie de diffuser de l'information, la vérité, sur les problématiques de l'alimentaire aujourd'hui sur notre planète. Justement, Bayer, il rachète Monsanto. Oui, ça y est, c'est fait, malheureusement. Oui. Il ne reste plus que 4 grands semenciers dans le monde. Je trouvais ça très courageux, mais en fait, le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, il est intervenu. Ah bon, pardon. Excusez-moi. Il est intervenu et j'ai trouvé ça courageux de défendre l'agriculteur justement qui utilisait vraiment les semences. Alors qu'on l'empêche des semences qu'il avait mis de côté. Conserver. Les semences paysannes. Voilà, les semences paysannes. Parce que Monsanto, c'était leurs semences en fait. Et donc ils veulent s'approprier le bio. Alors, pour être très clair, je ne sais pas si vous connaissez les OGM, c'est des organismes modifiés. Donc les semences utilisant d'OGM ne peuvent pas se reproduire d'autres récoltes. Et donc c'est le moyen de détenir le pouvoir des prix, d'ailleurs des semences qui vont être vendues aux agriculteurs, mais détenir le pouvoir de nourrir ou telle zone ou pas telle zone, ou tel pays, pas tel pays. Hein. Donc c'est le pouvoir sur le vivant. Et c'est le danger qu'on essaie d'informer nos politiques parce que malheureusement, ils pensent sur cette dogme de dire que l'agriculture aujourd'hui a une obligation d'utiliser cette typologie de technologie pour pouvoir nourrir la planète. Mais en fait, c'est une aberration. Tous ceux qui utilisent des OGM consomment autant de pesticides. Il y a des études aux États-Unis qui sont sorties mais qui ne sont pas diffusées, que la consommation des soi-disant de désherbants chimiques ou insecticides aurait diminué, mais ce n'est pas du tout la vérité, c'est qu'ils gagnent 2 fois. Ils gagnent sur la graine de semence et sur les produits après qui sont... Donc ça se passe de commentaires, mais vous savez, les excès, on les connaît dans la civilisation occidentale. Tant qu'on n'est pas encore des excès assez importants, il y aura un effet de retour de boomerang, ce qu'on appelle. Hein. On a eu en France la vache folle, enfin dans la civilisation occidentale, la vache folle, vous les connaissez. On a eu tous les accidents qui sont survenus sur notre production alimentaire, ont servi pour le bio pour se développer. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des éléments probants de ce que j'évoquais tout à l'heure, positifs, de dire meilleure alimentation, moins de pollution, etc. Mais il faut qu'il y ait des accidents, malheureusement, pour que l'être humain il comprenne qu'aujourd'hui, il faut faire autrement. Mais on est vigilant, vous inquiétez pas, dans le bio. Puis on est de plus en plus nombreux, à travers la planète. Hein. Excusez-moi, moi j'ai 2 questions à vous poser. La première concerne les systèmes participatifs de garantie. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je vais expliciter vu. Le système participatif de garantie, ce sont des systèmes qui ont été développés historiquement d'abord en Amérique du Sud. Vous venez de parler d'Olivier de Schutters, il le décrit d'ailleurs dans son rapport, parce qu'en Amérique du Sud, les petits paysans n'ont pas la capacité de faire labelliser le bio qu'ils produisent. Ah oui, oui. Du coup, de manière à pouvoir produire des produits et quand même gagner un revenu qui soit en corrélation avec la qualité du produit qu'ils vendent, ils mettent en place un système participatif de garantie où en fait la labellisation, la certification se fait par les pairs et par les consommateurs. On permet en fait de renouer le lien d'un côté entre les consommateurs et le producteur et de l'autre côté entre les producteurs où en fait on empêche plus ou moins entre guillemets la compétition entre eux puisqu'on leur demande justement de s'entraider. Donc ma première question c'est qu'est-ce que vous pensez des SGP et est-ce que vous pensez qu'éventuellement ça pourrait être une solution d'avenir? C'est sur la garantie, la certification bio. C'est sur quoi? C'est sur la garantie? C'est assurantiel. Alors, les normalisations qui sont mises dans les systèmes de participatifs de garantie vont souvent beaucoup plus loin que la normalisation bio. Et ma deuxième question va porter là-dessus justement. Donc c'est pour ça, autant que je vous pose la deuxième aussi. En fait, dans la pratique du bio, on peut l'observer en particulier dans le sud de l'Espagne, l'utilisation du bio. Il existe maintenant ce qu'on pourrait appeler un bio conventionnel, qui en fait... On appelle un bio industriel. Ou bio-industriel, exactement. Mais moi j'aime bien l'idée du bio conventionnel parce qu'on parle d'agriculture conventionnelle, cette agriculture où on met des pesticides, etc. Le bio conventionnel, c'est la même agriculture, c'est-à-dire une agriculture basée sur de la monoculture, mais où on ne prend pas les produits chimiques, on n'applique pas de produits chimiques, on fait que
des terrains propres, entre guillemets, mais en réalité, on ne développe pas la vie du sol, on ne s'intéresse pas à l'équilibre de la biodiversité, on ne se remet pas en question, et on reste dans le point de vue de l'humain qui maîtrise le sol et qui utilise le sol comme une espèce de substrat neutre. Donc en fait, ma question était tout simplement quel est le type de bio justement que vous essayez de développer sur le sujet. Voilà, exact. Quel est votre avis là-dessus? De bois, je Merci. vais faire une agriculture bio, on va dire, à taille humaine, et qui est cette notion d'humanité, parce que c'est très important, le lien avec la terre, le sol, etc. Alors là, vous avez cité deux exemples, deux extrêmes. J'ai vu le reportage, je dû le voir comme moi, sur une télé française il n'y a pas longtemps, où on parlait de la bio à 2 vitesses. Il y a un cahier des charges d'agriculture biologique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'interdit dans la technique de production, tout engrais chimiques, pesticides, etc. Ces typologies d'exploitation peuvent correspondre au cahier des charges. Mais il y a une lacune dans le cahier des charges bio, c'est introduire cette notion de social, cette notion d'humain et de taille d'entreprise. Mais il peut y avoir des exploitations agricoles, il y en a en France que je connais, qui ont 250-300 hectares et qui font du bon travail sur le... Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donner des généralités. Là, le journaliste a pris un cas d'espèce extrême en Espagne, où on produit des fraises ou de la monoculture de tomates en inverse des saisons, parce que ce que j'ai oublié de préciser aussi, ce que je défends, c'est culture bio, produits frais, de saison, et quand même le plus proche possible de lieu où on consomme. Ça, c'est la base que je souhaite et qui est à défendre, de mon point de vue, si on veut être dans la philosophie de préservation de la planète et qui soit en harmonie avec tout le reste. Et les petits producteurs aussi que vous citez, c'est le cas notamment dans certains pays où ils ont des difficultés pour pouvoir payer les certifications, tout ça. Donc ça existe aujourd'hui dans les organismes de contrôle de faire des groupements et de certifier l'ensemble du groupement, et chaque petit producteur, c'est une sorte de mutualisation pour que ça leur coûte le moins cher possible, et mutualisation à la fois pour le certificat bio, mais en même temps pour la commercialisation aussi, leur donne des possibilités d'accessibilité à des marchés plus importants. Donc oui pour le petit producteur, non à une bio-industrielle, j'appelle industrielle, mais qui dépasse les limites de l'entendement sur le plan social. Mais on peut très bien conduire une exploitation d'une taille importante, surtout dans les céréales, le pâturage, où c'est vrai qu'en fruits et légumes, ça me paraît un peu plus compliqué, mais dans certaines typologies de production, parce qu'il y a de l'agriculture, vous savez qu'il y a plusieurs types de production. Il y a l'arboriculture, la viticulture, l'élevage, etc. Et vous avez des moments sur des exploitations céréalières, vous pouvez avoir des grandes exploitations qui sont menées d'une façon équilibrée et correcte. Donc il ne faut pas faire des généralités non plus, mais... voilà, ma réponse, c'est clair, je préfère une agriculture à taille humaine. Alors du coup, j'ai la question qui suit, au regard de votre réponse. Comment, avec Priméal, avec vos différentes marques, vous pouvez aider, assister au développement de cette petite agriculture? Est-ce que... On a un exemple précis, vous tournez la perche, je vous ai parlé tout à l'heure du petit épaule d'eau de Provence. C'est une petite graine qui était quasiment méconnue, enfin, où il y avait très peu d'agriculteurs, parce il y a 25 ans, il y avait 5 agriculteurs. Et c'est plutôt des petites exploitations qui sont au pied du Ventoux. Je ne sais pas si ça vous situe, dans le massif, dans le sud de la France, et qui avaient des problèmes avec les lavandes, puisqu'il y avait une bactérie qui avait tué complètement les lavandes, et c'était le seul moyen de sauver ces exploitations en diversifiant sur le petit épeautre. Et aujourd'hui, on a 50 agriculteurs. Je le cite souvent en exemple, parce que c'est un peu ma satisfaction personnelle d'avoir permis à 50 agriculteurs de rester sur ces terres, leur alternative, et d'avoir un revenu correct. C'est pour ça que le produit est cher d'ailleurs, mais on a une qualité d'un produit qui est au top niveau de la qualité organoleptique, et on a développé, parce que la spécialité de notre entreprise, c'est très créatif sur des recettes et des utilisations de ce produit-là. On a fait un boulgour de petit épeautre, on a fait des pâtes avec du petit épeautre, etc. De dupliquer, d'arriver à faire des quantités, des volumes. C'est pareil pour le riz de Camargue. Le riz de Camargue, la seule région où on produit du riz en France, c'est en Camargue. C'est un parc naturel régional. Et de pouvoir garder des agriculteurs sur ce parc-là, parce qu'on parle beaucoup de tourisme en France, et même je pense au Maroc qu'il faudra y envisager aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument des jardiniers de la terre. Les jardiniers de la terre, c'est les agriculteurs, c'est les paysans aujourd'hui. Leur vocation, c'est de nourrir, mais d'entretenir les paysages en même temps. Donc, c'est important de faire une corrélation avec des productions locales, territoriales et de qualité, et de garder ces agriculteurs pour ça. Ici, on a l'huile d'argan que vous connaissez, qu'on utilise beaucoup en cosmétique. Donc, c'est pareil, il faut savoir garder, conserver cette tradition et la qualité du produit qui est fait avec.
Voilà, j'ai bien répondu à votre question. Vous avez évoqué la santé, l'obésité aussi, et que la solution elle se met dans l'assiette, mais on n'a pas beaucoup parlé aussi, pas vraiment évoqué, c'est la sédentarité. Donc c'est bien de bien manger, de bien se nourrir, mais aussi de bouger. Donc ça paraît évident, mais non, c'est pas très évident. Ça fait partie du l'environnement, je suis d'accord. Mais c'est un point très important qu'on doit aussi insister dessus, je pense. Le sport, bon, très important. Cultiver son jardin. Du foot, du vélo, du ski, enfin quoi, tout ce qu'on peut faire. Mais il faut bouger, mais même pour éviter de prendre l'ascenseur chaque fois aussi. Dans les escaliers, il faut, vous avez raison, on est souvent dans des bureaux ou en déplacement dans nos voitures, mais il faut bouger, s'aérer, prendre l'air. Vous avez la chance, vous avez pied des montagnes, on voit la neige là au sommet. On n'est pas obligé d'aller jusque là-haut, mais on doit bouger, ça c'est clair. En plus, je pense que Marrakech a pollution, ça doit pas être mal. Des moments quand le climat tape fort et qu'il fait des 50 degrés et qu'il y a des pots d'échappement comme ça, c'est clair qu'il faut prendre l'initiative de sortir et de respirer et de bouger. Parce que ça va de pair, hein, j'en ai pas parlé parce que là on parlait surtout d'alimentation et de climat, mais ça fait partie aussi de l'impact climat. Si on bouge et utilise peut-être un peu plus le vélo, mais à un moment donné, vous serez obligé, ici dans une ville, les cités de plus en plus, à utiliser les déplacements à vocation électrique ou le vélo, parce que c'est plat, mais il va falloir bouger, comme vous dites. Mais ça fait partie des vocations, ça fait partie de l'hygiène de vie, je dirais, globale. Dans une entreprise, on a mis en place, parce que on a eu l'occasion avec un coach qui est le coach de l'équipe de France de foot, de sensibiliser notre personnel à faire du gainage, à faire des échauffements le matin quand on arrive, quand on fait du travail physique. Donc il y a toute une disposition qu'on met en place dans l'entreprise également pour sensibiliser nos effectifs à cette activité sportive. Et je préfère recruter des gens qui sont dans la dynamique, qui sont plutôt dans l'ambiance sportive mais c'est important en tout cas de pousser ce message et vous avez raison, dans l'hygiène de vie, mais il faut avoir une bonne alimentation. Un bon sportif de bon niveau qui est d'endurance, il faut qu'il mange bio aujourd'hui. Et vous en avez de plus en plus d'ailleurs, qui font la différence. Sport individuel, je parle, hein, parce que le sport collectif, c'est un petit peu compliqué, mais celui qui est en sport individuel, il y a de plus en plus, pour vous donner un exemple, même si vous suivez le cyclisme, même si a été décrié par son dopage, il y a 2 équipes professionnelles de cyclisme aujourd'hui qui se nourrissent totalement en bio, FDJ et Agis dans la mondiale.